Deux minuscules chiots bergers allemands, ensevelis sous le souffle d'une tempête d'hiver, tremblaient l'un contre l'autre dans un lambeau de couverture. Leurs gémissements étaient si ténus, si étouffés par le vent, que le monde semblait incapable de les entendre. À plusieurs kilomètres de là, sur cette même route glacée du nord du Wyoming, un ancien Navy SEAL du nom de Mason Riker conduisait seul. Les phares de son pick-up découpaient la nuit blanche, tandis que son cœur, lui, portait encore les ombres d'une guerre qui refusait de se taire. Mason ne cherchait ni la rédemption, ni la compagnie de qui que ce soit. Mais le destin avait préparé pour lui une mission qu'aucun manuel militaire n'aurait pu anticiper. Ceux qu'il allait trouver cette nuit-là ne changeraient pas seulement leur histoire, mais la sienne jusqu'au fond de l'âme. Parce que parfois, ce sont les voix les plus fragiles qui portent les vérités les plus fortes. Mais avant de plonger dans cette histoire, prenez une seconde, aimez, partagez, abonnez-vous. Et dites-moi d'où regardez-vous cette vidéo, j'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Le dernier souffle de l'hiver s'est tiré faiblement au-dessus des montagnes de la région de Frost Valley. Le paysage semblait figé dans une respiration silencieuse. Des pins lourds de givre, des clôtures à moitié ensevelies sous la neige et un ciel couleur d'acier clair tendu comme une toile immobile. Le vent glissait entre les herbes gelées avec la précision d'un fantôme impatient. Sur la route étroite qui serpentait entre les champs blanchis, le vieux pick-up de Mason avançait lentement, comme si ses pneus hésitaient à troubler le silence. Mason Riker, 38 ans, grand, solide, modelé par des années de discipline militaire, portait encore dans son corps le poids d'un passé qu'il prétendait avoir laissé derrière lui. Ses cheveux bruns, coupés courts, étaient striés de gris prématuré, et une barbe soigneusement entretenue encadrait un visage qu'on aurait pu croire sculpté par les nuits sans sommeil. Les rides autour de ses yeux, profondes, n'appartenaient pas au temps, mais au souvenir. 2 hivers plus tôt, Mason avait été contraint d'accepter une mise à pied honorable après une opération en Méditerranée qui avait tourné au cauchemar. Une mission où un frère d'armes, son ami d'enfance, n'était jamais revenu. Depuis, Mason errait de ville en ville cherchant un endroit où les souvenirs cesseraient enfin de hurler. Le Wyoming lui avait semblé être un refuge parfait. Des montagnes silencieuses, des kilomètres de solitude et assez de neige pour étouffer les bruits du passé. Il conduisait d'une main, l'autre posée sur le vieux sac militaire posé sur le siège passager, contenant une boussole ayant appartenu à son père disparu et un drapeau soigneusement plié. Le père de Mason, un ancien charpentier devenu forestier, était mort lorsqu'il avait 17 ans, laissant derrière lui un vieux chalet isolé près de Cedar Ridge. Mason n'y était pas retourné depuis plus de 20 ans. Pourtant ce soir, alors que la tempête se resserrait autour de lui, le chalet devenait soudain l'unique destination logique. Un dernier refuge dans un monde qui n'en comptait plus beaucoup. La route se resserra brusquement. La neige virevoltait en tourbillons sauvages. Mason ralentit, le regard tendu vers l'obscurité. C'est alors qu'il l'entendit. Un son infime, presque noyé dans le hurlement du vent. Une plainte, faible, irrégulière, une note de vie en train de s'éteindre. Il appuya sur les freins, le pick-up glissa légèrement avant de s'immobiliser. Mason resta un instant immobile, concentré. La plainte revint, un peu plus claire, comme un appel désespéré. Il sortit du véhicule. La morsure du froid s'abattit sur lui comme une lame. Il serra son manteau militaire autour de sa poitrine, avançant en direction du bruit. Ses bottes s'enfonçaient dans la neige épaisse tandis qu'il longeait le fossé de la route. Là, près d'un conduit d'évacuation à moitié enterré, le son devint plus net. Mason se pencha, écarta la neige gelée et éclaira l'intérieur du conduit avec sa lampe torche. Son souffle se coupa net. Dans l'ombre, 2 chiots bergers allemands, âgés tout au plus de 6 semaines, se tassaient l'un contre l'autre dans un sac plastique froissé. Leurs poils étaient raidis par le givre. Leurs yeux, vitreux, oscillaient entre la vie et l'abandon. L'un tenta de lever la tête avec un petit geste tremblant, héroïque. L'autre bougeait à peine. La poitrine de Mason se serra. Il glissa les bras dans l'ouverture étroite, récupéra lentement le sac et le tira vers lui. Le plastique craquait sous ses gants glacés. « Qui a pu faire ça ?» souffla-t-il, la voix brisée par l'indignation et le froid. Le plus petit des deux poussa un gémissement faible, touchant à peine son poignet du bout du museau. Ce minuscule contact fit éclater la dernière barrière qu'il entretenait entre lui et le monde. Mason défit son manteau, y glissa les 2 corps tremblants contre sa poitrine, sentant leurs battements fragiles comme des braises presque éteintes. « Tenez bon les petits,
Vous n'allez pas mourir ici, pas ce soir. » Un halo de lumière apparut plus loin, bravant la neige, une petite boutique en bois nichée près de la route. L'enseigne, battue par la tempête, indiquait « Harper's Fuel and Supplies ». Il remonta dans le pick-up, démarra et se dirigea vers la lumière. À l'intérieur du magasin, Mary Harper, une femme d'une 50aine d'années au dos droit et au regard tendre, rangeait les étagères pour fermer. Elle avait le visage de ceux qui avaient connu le chagrin sans jamais perdre la douceur. Son mari, pompier volontaire, était mort lors d'un incendie de forêt 5 ans plus tôt. Depuis, elle tenait la boutique seule, servant voyageurs et habitués avec une gentillesse qui tenait presque de la résistance. La clochette tinta. Mason entra, serrant sa veste contre lui. « Bon sang, vous allez attraper la mort par ce temps !» s'exclama Mary avant de remarquer ce qu'il portait. « Oh Seigneur !» Mason entr'ouvrit son manteau. Les 2 chiots grelottaient encore. Mary ne posa aucune question. Elle fonça vers un radiateur au fond de la pièce, attrapa une couverture en laine et l'étendit sur le comptoir. Ensemble, ils posèrent doucement les 2 chiots dessus. L'un émit un petit éternuement. L'autre restait immobile, mais respirait encore. Mary s'agenouilla. « On doit les réchauffer doucement. Pas trop vite, sinon leurs organes lâcheront. »« Je sais, » répondit Mason. « Hypothermie, même protocole que pour les hommes. » Ils frottèrent doucement leurs petits corps glacés. Mason murmurait presque des prières, comme s'il tentait de retenir la vie elle-même. Après quelques minutes, Mary demanda doucement « Vous êtes militaire ?» Mason hésita, puis répondit « J'étais Navy SEAL. » Elle hocha la tête, observant les cicatrices, la rigidité dans ses épaules. « Je reconnais ce regard. Mon mari marchait comme ça, lui aussi, comme s'il obéissait encore à des ordres que plus personne n'entendait. » Il esquissa un sourire amer. « Difficile à éteindre ?» Le plus petit des chiots ouvrit vaguement les yeux. Mason sentit une lueur d'espoir se raviver. Il prit délicatement sa petite tête dans sa main et murmura « Vous êtes de sacrés combattants, vous deux. » Mary lui adressa un sourire triste. Ils viennent peut-être de trouver le bonhomme. Mason ne répondit pas. Ses pensées dérivaient déjà vers des souvenirs de sable brûlant, de radios qui grésillent, de cris étouffés par les explosions, et d'un ami qu'il n'avait pas réussi à sauver. Mais là, devant lui, il avait enfin quelque chose qu'il pouvait protéger. Mary observa Mason refermer son manteau autour des chiots, ses gestes précis mais étrangement tendres pour un homme dont les mains avaient connu davantage la guerre que la douceur. Lorsque le vent hurla contre les fenêtres, elle leva les yeux vers la tempête. « Vous n'allez pas repartir comme ça? Le vieux chalet de votre père est encore debout, j'imagine ?» Mason hocha la tête. « Je n'y ai pas mis les pieds depuis longtemps, mais il y a un poêle, de la place, de quoi les mettre à l'abri. » Mary attrapa un thermos, le remplit de café brûlant et glissa quelques bûches d'allume-feu dans un sac. « Prenez ça. Et Mason ?» Elle posa une main légère sur son avant-bras. « Quoi que vous pensiez avoir perdu là-bas, n'abandonnez pas ce que vous pouvez sauver ici. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air bien après qu'il eut refermé la porte derrière lui. La tempête semblait vouloir avaler le monde entier, mais Mason, déterminé, avançait lentement sur la route blanche. Les 2 chiots, lovés contre sa poitrine, tremblaient encore, mais leurs battements de cœur, aussi fragiles fussent-ils, étaient vivants. Et tant qu'ils vivaient, ils refusaient de céder. Lorsque le chalet apparut enfin, silhouette sombre nichée contre les sapins, Mason sentit quelque chose se détendre en lui, comme si une partie de son âme avait attendu ce retour depuis des années. Il poussa la porte, réveillant l'odeur du bois vieilli, de poussière et de souvenirs. Rapidement, il alluma le poêle, glissa du petit bois et une flamme jaillit, éclairant la pièce d'une chaleur orangée. Il déposa les chiots devant le foyer, leur petite poitrine se soulevait lentement, comme si la vie hésitait encore à s'accrocher. Mason fouilla dans une vieille commode, retrouva un kit de premiers secours, du lait en poudre et une seringue qu'il transforma en goutte à goutte improvisée. Il s'assit par terre, les jambes croisées, et se mit à leur administrer de minuscules doses de chaleur et de nourriture. Le plus robuste des 2, un petit mâle à la fourrure noire et feu, tenta même de mordiller le bord de la couverture. L'autre, plus frêle, tenait à peine sa tête droite. Ses yeux ambrés semblaient hantés par un début de conscience, un éclat fragile, comme une petite flamme luttant contre l'obscurité. « Toi, tu veux te battre? Et toi ?» murmura Mason en posant un doigt sur le museau du plus petit. « Tu veux juste qu'on te laisse une chance. Je t'entends, petit, je t'entends. » Toute la nuit, il resta éveillé.
Chaque fois que la respiration du chiot faible ralentissait, il posait une main sur son thorax, le massait doucement, murmurait des mots qu'il n'avait jamais prononcés pour personne d'autre que les morts qu'il n'avait pas réussi à ramener. Ses paupières brûlaient de fatigue, mais il refusait de dormir. Vers l'aube, l'un des chiots émit un petit grognement, puis l'autre, plus faible, tenta de imiter un son qui n'était presque plus animal. Une vibration, une syllabe cassée, un murmure. Mason sursauta. « Eh » dit-il tout bas, comme s'il craignait que le silence l'efface. Le chiot frêle leva les yeux vers lui. Ce n'était pas un mot, pas vraiment, mais quelque chose cherchait à sortir, à répondre. Une émotion brute traversa Mason, une sensation qu'il croyait incapable de ressentir encore. De l'espoir, le premier depuis des années. Il s'assoupit finalement juste avant le lever du jour, adossé contre la vieille cheminée. Lorsqu'un coup frappa à la porte, il se redressa brusquement. Instinct militaire. Son cœur bondit, son souffle se coupa. Puis une voix familière perça l'air glacé. « C'est Mary, je vous apporte de quoi tenir jusqu'à midi. » Elle entra, les joues rosies, les bottes couvertes de neige. Elle se figea en voyant Mason, les deux chiots posés sur ses genoux comme deux secrets précieux. « Eh bien, on ne peut pas dire que vous ayez perdu la main, Mason Riker. » Il esquissa un sourire fatigué. L'un est un vrai soldat, l'autre, un miracle suspendu à un fil. Mary s'approcha, ses yeux adoucis d'empathie. Les miracles aiment les hommes qui se battent pour eux. Elle observa le chiot fragile longuement. Il te regarde comme s'il comprenait déjà que tu es sa chance. Mason détourna le regard, comme si ces mots touchaient une zone qu'il préférait garder verrouillée. « Je ne veux plus être responsable d'une vie. Je n'ai pas réussi à... » Il s'arrêta, incapable de terminer. Mary posa une main légère sur son épaule. « Tu n'as pas échoué. Tu as survécu. Parfois, c'est tout ce que la vie nous demande. » Dans la matinée, elle repartit pour sa boutique, laissant derrière elle une chaleur qui n'avait rien à voir avec celle du feu. Mason, lui, commençait déjà à sentir que ces deux chiots n'avaient pas atterri dans sa vie par hasard. Les jours suivants devinrent une routine délicate. Le chiot fort, joueur et déterminé, apprit rapidement à suivre Mason partout, trottant derrière lui comme un petit soldat. Le chiot fragile, lui, veillait. Il observait. Il écoutait. Et chaque soir, Mason lui donnait quelques gouttes de lait. Chaque nuit, il massait son petit corps pour maintenir la chaleur. Chaque matin, il lui parlait d'une voix basse, rauque, presque timide, comme s'il avait oublié comment on s'adressait à un être vivant. C'est lors de la 4e nuit que le miracle prit forme. La tempête dehors avait laissé place à un silence profond. Le feu crépitait doucement. Mason, assoupi dans le fauteuil, sortit brutalement d'un cauchemar, haletant, trempé de sueur. Le genre de rêve où les ombres crient, où les visages disparus reviennent en sang, où les mains que l'on n'a pas pu retenir s'arrachent à nouveau. « Pas encore !» gémit-il en se couvrant le visage. Une petite patte se posa alors sur son torse, un poids minuscule mais ancré. Il ouvrit les yeux. Le chiot fragile se tenait sur lui, tremblant mais déterminé, les yeux profondément ancrés dans les siens. Et le son revint, un murmure plus clair, plus intentionnel qu'avant. Une syllabe qui ressemblait à un refus. « Non !» Mason resta figé. Le chiot répéta, encore plus doucement, « Non !» C'était impossible. Et pourtant, réel. Le vétéran sentit son cœur chavirer. Ce petit être venait de le tirer du gouffre où il tombait chaque nuit depuis sa dernière mission. Il se redressa lentement, prit le chiot contre lui. « C'est bon, petit. Je suis là. » Le chiot cala sa tête contre sa poitrine et Mason sentit, pour la première fois depuis longtemps, son souffle se stabiliser. Le lendemain matin, Mary revint et trouva Mason assis près du feu, les deux chiots endormis contre lui. Elle vit les cernes, les yeux rougis, mais aussi une lueur nouvelle. « Une mauvaise nuit ?» demanda-t-elle. Il passa une main dans ses cheveux. « Une meilleure fin que d'habitude, grâce à lui. » Elle observa le petit chiot fragile. « Tu sais, parfois, Dieu met sur notre route les voix qu'on ne savait plus entendre, et elles ne ressemblent jamais à ce qu'on attend. » Mason fixa les deux chiots. « Je crois que je dois leur trouver des noms. » Il posa une main sur la tête du plus grand. « Lui, il sera Ranger. » Puis il caressa doucement le plus petit. « Et toi, tu seras Echo, parce que tu ramènes les mots qu'on croyait perdus. » Le chiot fragile cligna des yeux, comme s'il comprenait. Les jours commencèrent alors à se dérouler autrement, moins comme une survie, plus comme un retour à la vie. Les jours suivants s'écoulèrent avec la douceur prudente d'un hiver qui hésite à céder la place.
Mason retrouvait peu à peu un rythme, une routine fragile mais apaisante. Chaque matin, il ouvrait la porte du chalet, respirait l'air glacé et laissait Ranger trotter joyeusement dans la neige. Echo, quant à lui, avançait avec une lenteur calculée, ses petites pattes s'enfonçant délicatement, comme s'il écoutait la terre avant de la toucher. Le soleil se levait plus haut chaque jour, le vent perdait de sa férocité, le chalet, jadis un tombeau de silence, retrouvait un souffle de vie grâce aux 2 corps minuscules qui s'y déplaçaient, respiraient, dormaient contre le foyer. Et Mason, lui, commençait à parler, pas beaucoup, pas avec facilité. Mais il murmurait des phrases, des souvenirs, des petits fragments de vie qu'il n'avait jamais confiés à personne. Mon père aurait aimé vous voir. Il disait toujours qu'une maison n'était qu'un bâtiment en tant qu'aucune âme n'y vivait. Vous lui auriez prouvé qu'il avait raison. Ranger lui répondait par un jappement enthousiaste. Echo, lui, levait simplement la tête et le fixait avec ses yeux d'ambre, comme s'il comprenait. Peut-être qu'il comprenait. Ce matin-là, alors que Mason buvait son café brûlant, une silhouette se dessina au loin entre les arbres. Une silhouette familière, haute, enveloppée dans un manteau brun. Mary Harper s'approchait d'un pas prudent, tenant un panier en osier. Son souffle formait de petits nuages dans l'air gelé. « Bonjour Mason, je vous apporte du pain frais ?» Et elle entr'ouvrit son panier. « Un ragoût maison. Et n'essayez même pas de refuser, je vous connais trop bien maintenant. » Mason esquissa un sourire rare, sincère. « Je ne refuse jamais un repas que je n'ai pas eu à cuisiner. » Mary entra, déposa son panier, puis s'accroupit devant Ranger et Echo. Ranger bondit sur elle avec la même énergie que chaque matin. Echo, plus réservé, s'avança lentement, reniflant l'air, puis posa sa petite tête contre sa main. Mary sentit son cœur fondre. « Celui-là, il a quelque chose de spécial. » Mason hocha la tête. « Je sais, il m'a tiré d'un mauvais rêve l'autre nuit, comme s'il savait. » Elle posa une main délicate sur l'épaule de Mason. « Tu n'es plus seul ici, tu sais, même si tu t'obstines à croire le contraire. » Il détourna le regard, mal à l'aise avec cette forme de vérité trop claire. Les compliments, l'empathie, le regard des autres, tout cela lui rappelait ce qu'il avait perdu, ce qu'il n'avait pas su sauver. Après le repas, Mary l'aida à recoller un carreau fissuré sur la fenêtre du salon. Ranger tournait autour d'eux comme un petit cyclone. Echo, lui, observait tout depuis son panier, ses oreilles frémissant au moindre mouvement. Les 2 humains travaillaient côte à côte sans trop parler. Une sorte de paix régnait, rare, fragile mais réelle. En début d'après-midi, Mary attrapa sa veste. « Je dois retourner au magasin, les chasseurs vont passer ce soir. Tu devrais venir un de ces jours, Mason, sortir un peu. On a besoin de toi en ville plus que tu ne le crois. » Il répondit, presque trop doucement, « Je ne sais pas si la ville veut vraiment d'un type comme moi. » Mary sourit avec un mélange de douceur et d'autorité maternelle. « Alors laisse-moi te dire ceci. Personne n'attend que tu sois entier. On attend juste que tu sois là. » Elle partit dans un craquement de neige, laissant Mason seul avec les chiots et ses pensées. Echo le regardait toujours avec cette intensité qui semblait sonder ses failles, comme une petite conscience faite de poils et de chaleur. Plus tard dans la journée, Mason décida de se rendre en ville. Pas pour longtemps. Juste pour vérifier qu'il avait assez de provisions et peut-être pour montrer aux 2 chiots que le monde pouvait être plus vaste qu'un chalet perdu au milieu des sapins. Il plaça Ranger et Echo dans une caisse tapissée de couvertures, les installa sur le siège passager et prit la route vers Cedar Ridge. Les flocons de neige avaient fini par se transformer en petites gouttes d'eau cristalline glissant le long du pare-brise. Le soleil frappait le volant, illuminant la route sinueuse. Ranger dormait profondément tandis qu'Echo, lui, restait parfaitement éveillé, ses yeux ambrés fixés sur le paysage défilant. Il semblait absorber chaque détail. Le centre de Cedar Ridge possédait un charme modeste, une station-service, un café au volet rouge, un magasin général et une clinique vétérinaire tenue depuis des décennies par Dr Harold Lanes, un homme réputé pour son calme presque inébranlable. Quand Mary avait appris que Mason cherchait à faire examiner les chiots, elle avait immédiatement insisté « Harold est l'un des meilleurs, et il a son propre lot de blessures invisibles. Vous vous comprendrez. » La clochette de la porte se mit à tinter quand Mason entra dans la clinique. Le Dr Lanes, un homme solide d'une 60aine d'années, cheveux argentés, lunettes rondes, le regard vif, émergea de l'arrière avec un dossier dans les mains. « Bonjour, vous devez être le fameux Mason dont Mary me parle depuis des semaines. » Mason haussa un sourcil. « Des semaines ?» Harold éclata de rire. « Ah, Mary adore s'inquiéter pour les âmes perdues, et elle m'a déjà parlé de vos 2 petits protégés.
Montrez-moi ça. Mason posa la caisse sur la table. Ranger en sortit immédiatement, se mettant à renifler every coin du bureau. Echo resta immobile au début, puis s'avança avec une prudence étonnante, ses oreilles tremblant légèrement. Dr. Lance observa attentivement, posant son stéthoscope sur chacune de leurs petites poitrines, palpant leurs flancs, vérifiant leurs yeux, leurs oreilles, leur température. Ranger, parfaitement sain. Une petite force de la nature, celui-là. Quant à Echo, il prit une expression plus sérieuse. Son cœur est encore un peu irrégulier. Rien d'alarmant si vous continuez ce que vous faites. Mais, il leva les yeux vers Mason. Ce petit a eu peur, une vraie peur. Ce genre qui laisse une empreinte dans le corps, on voit ça chez les animaux et chez les humains. Mason soutint son regard. Je reconnais ces marques. Harold inclina la tête. Je le sais, oui. Mary savait aussi que vous comprendriez. C'est pour ça qu'elle vous a envoyé ici. Le vétérinaire remarqua soudain comment Echo fixait Mason comme s'il entendait chacun de leurs mots. Ce chiot-là, il vous lit comme un livre ouvert. Mason passa une main sur la petite tête chaude. Il m'a parlé l'autre nuit. Ou essayé. Harold plissa les yeux. Parler? Une sorte de son. Pas un aboiement, d'un mot. Non. Ou quelque chose qui y ressemblait. Le vétérinaire sourit doucement. Les animaux imitent parfois, les phoques, les corbeaux, certains chiens très sensibles. Mais là, il observa Echo encore plus attentivement. Ce n'est pas de l'imitation, c'est de la connexion. Cela résonna en Mason comme une vérité douloureusement belle. Après l'examen, Mason remercia Harold et se dirigea vers la sortie. Avant qu'il n'ouvre la porte, le vétérinaire ajouta « Si un jour vous voulez parler, je suis dans le même bateau que vous. On n'oublie jamais ce qu'on a perdu. Mais parfois, les petites vies qu'on rencontre après nous montrent un autre chemin. » Le retour au chalet se déroula dans un silence apaisant. Ranger dormait. Echo le regardait depuis sa caisse, comme s'il étudiait chacun des mouvements de Mason. À peine la porte du chalet franchie, Ranger bondit vers le feu pour s'y installer. Echo marcha jusqu'à Mason, s'assit devant lui et posa sa petite patte sur sa botte. Tape, un appel, un message. Mason s'accroupit. « Tu veux que je reste avec toi ?» Echo leva légèrement la tête, puis un petit son jaillit, fragile, presque un souffle. Et, pas parfaitement formé, pas parfaitement humain, mais parfaitement intentionnel. Mason sentit un frisson le traverser. « Echo, pourquoi tu fais ça, hein ?» Le chiot inclina sa tête, puis se blottit contre lui. Ranger rejoignit la scène en jappant joyeusement, ignorant la gravité de l'instant. Mason comprit alors quelque chose qu'il n'avait jamais formulé à voix haute. Ces deux chiots ne l'avaient pas seulement trouvé dans la neige, ils l'avaient ramené à la vie. Les jours s'écoulèrent au rythme tranquille d'une fin d'hiver qui s'adoucit. La neige commençait à dégager par endroits des taches de terre sombre et le soleil, plus généreux, déposait chaque matin une lueur dorée sur le chalet de Mason. Ranger et Echo avaient désormais établi leur personnalité distincte. L'un, un tourbillon de vitalité incapable de rester immobile plus de 2 secondes. L'autre, une présence silencieuse, profondément attentive, comme si chaque souffle du monde lui disait quelque chose que seul lui pouvait entendre. Chaque matin, Mason sortait dans la clairière, laissant les chiots explorer. Ranger bondissait à travers les résidus de neige, se roulait dedans, secouait la tête comme un petit lion et repartait dans le courant. Echo, lui, observait longuement avant d'agir. Il évaluait, jaugeait, analysait. Parfois, il restait assis à côté de Mason, regardant l'horizon comme s'il attendait un message que seul le vent pouvait lui transmettre. Cette matinée-là, Mason avait décidé de commencer l'entraînement. Pas un entraînement de soldat, il ne voulait pas faire peser son passé sur 2 êtres si innocents, mais un exercice de lien, de communication. Il se posta dans la clairière, leva simplement la main. Ranger s'arrêta net, surpris, puis s'assit maladroitement, pas sûr de savoir s'il devait obéir ou jouer. Echo, lui, n'hésita pas. Il s'assit immédiatement, son regard rivé sur Mason. Mason sourit. « Bien, Echo, tu comprends vite. Trop vite peut-être. » Il abaissa son bras. Echo avança, pas à pas, comme s'il avait anticipé l'ordre avant même qu'il ne soit donné. Ranger finit par l'imiter, mais avec la maladresse joyeuse de l'enfance. Lorsqu'ils rentrèrent, Mason s'assit dans le vieux fauteuil près du feu. Ranger s'effondra à ses pieds, épuisé de tant de découvertes. Echo vint, comme toujours, se placer contre lui. Mason passa une main dans son pelage encore duveteux. « Tu sais, » murmura-t-il au chiot, « mon équipe avait un chien militaire, une femelle berger allemand, Stella. Elle nous a sortis de situations impossibles.
Elle comprenait les ordres, savant qu'ils ne soient donnés. Tu me fais penser à elle, mais en plus étrange, Echo. Toi, tu ne comprends pas mes gestes. Tu comprends? Moi. Echo leva les yeux. Pas un son ne sortit cette fois, mais Mason sentit clairement que quelque chose était passé entre eux. Une sorte de fil invisible comme un câble tendu entre deux cœurs cassés. Dans l'après-midi, Mason décida de se rendre une nouvelle fois au magasin de Mary. Il avait besoin de provisions, mais surtout d'entendre une voix humaine autre que la sienne. Ranger et Echo montèrent dans le pick-up, habitués à présent au ronronnement du moteur et aux vibrations de la route. Le ciel s'était éclairci lorsque Cedar Ridge apparut au loin. La boutique de Mary se dressait, chaleureuse et vieillissante, comme un phare pour les âmes perdues. Lorsqu'il ouvrit la porte, la clochette tinta avec sa mélodie familière et Mary leva immédiatement les yeux de son comptoir. « Mason, j'ai justement sorti une fournée de muffins, vous tombez bien. » Elle s'approcha pour regarder les chiots que Mason portait tous les deux dans ses bras. Ranger battait joyeusement de la queue. Echo, plus calme, enfouissait son museau dans la veste de Mason. « Ils ont grandi ?» dit Mary avec émerveillement. Puis son regard se fit plus tendre. « Et toi? Tu as meilleure mine aussi. » Mason détourna les yeux. « Je dors un peu mieux? Oui ?» Mary sourit avec douceur. C'est fou ce que deux petites vies peuvent se faire. On pense porter le monde sur nos épaules. Et parfois, il suffit d'un cœur qui bat contre le nôtre pour que tout cesse de peser autant. Ils discutèrent un moment, Mary proposant toujours un café supplémentaire, Mason finissant toujours par accepter malgré sa réserve habituelle. Ranger se promenait derrière le comptoir, reniflant chaque recoin, tandis qu'Echo restait assis au pied de Mason, son regard fixé sur chaque intonation, chaque mouvement. Lorsque Mason revint au chalet, il se sentit étrangement calme. Le soleil déclinait derrière les sapins, laissant une lumière orangée envelopper la clairière. Il s'assit sur les marches du porche. Ranger s'endormit contre lui, presque instantanément. Echo, lui, grimpa sur ses genoux, y posa doucement sa patte. Tap, tap, tap. Cette manière de communiquer, répétée depuis leur première rencontre, prenait une épaisseur nouvelle. Mason inspira profondément. « Echo, qu'est-ce que tu essayes de me dire ?» Le chiot leva la tête, ses yeux ambrés, brillant dans la lumière du crépuscule. Puis, très doucement, une syllabe fragile s'éleva. « un son tendre, presque une tentative. Puis du plus distinct, « hé !» Mason sentit la chair de poule lui parcourir les bras. Ce n'était plus un hasard, ce n'était plus une simple imitation. Echo répondait, la nuit tomba avec une douceur rare. Mason alluma le feu, plaça Ranger et Echo dans leur panier, puis s'assit par terre, pensif. Il sortit un vieux carnet, celui où il écrivait autrefois ses rapports de mission. Mais ce soir, il l'ouvrit pour autre chose. Il écrivit « Echo a parlé, pas un mot clair, mais une intention, un lien. Ce n'est peut-être pas surnaturel, peut-être que c'est juste l'instinct sous sa forme la plus pure. La vie qui répond à la vie, peu importe la raison, c'est réel. » Il ferma le carnet doucement. Dans la nuit, un bruit le réveilla en sursaut, un bruit qu'il connaissait bien. Un cri étouffé, comme une menace de son passé, mais provenant cette fois du monde extérieur. Il se leva brusquement. Echo était déjà réveillé, ses oreilles adressées. Ranger, lui, dormait encore profondément. Mason enfila son manteau, attrapa sa lampe torche et sortit sur le porche. Le vent avait changé. Il soufflait avec un souffle plus sec, annonciateur d'une tempête proche. Le bruit se répéta un peu plus loin près des arbres, un gémissement. Bref, pressé. Echo s'approcha de la porte, poussa un petit son inquiet. Mason l'attrapa. « Non, toi tu restes ici avec Ranger, je reviens. » Mais Echo se mit à gémir, insistant, frappant légèrement la porte avec sa patte. Tape, tape, tape. Le même message, silencieux. Mason hésita, son visage se durcissant sous la menace d'un souvenir soudain. La dernière fois qu'il avait laissé un camarade derrière pour protéger un autre. Le résultat avait été tragique. Cette fois-ci, il ne voulait pas répéter l'erreur. Il prit une respiration lente, puis attrapa Echo dans ses bras. « Bon, toi et moi, petit, mais tu restes contre moi. » Ils s'enfoncèrent dans la clairière. Le bruit venait d'un fossé à quelques mètres. Quand Mason braqua sa lampe torche, il aperçut une silhouette trempée, tremblante, un renard blessé, la patte prise dans un piège rouillé. « Qui fait encore ça dans cette région ?» grogna Mason. Echo gémit doucement, comme s'il ressentait la peur de l'animal. Mason s'approcha, parla doucement, réussit à dégager la patte du renard blessé. Celui-ci s'enfuit d'un bond maladroit dans la forêt. Mason regarda Echo. « Tu savais que quelqu'un souffrait, hein ?» Echo cligna des yeux, puis un son minuscule. «
Mason sourit malgré lui. « D'accord, petit, tu gagnes, je t'écoute. » Ils rentrèrent au chalet, la neige commençant déjà à danser dans l'air. Ranger se réveilla en jappant de joie, tournant autour d'eux comme s'il revenait d'une mission. Et Mason comprit cette nuit-là une vérité silencieuse. Echo n'était pas seulement un chiot, il était un écho de douleur, de vie, de paix retrouvée. Un écho qui savait écouter. Les jours s'écoulèrent au rythme tranquille d'une fin d'hiver qui s'adoucit. La neige commençait à dégager par endroits des taches de terre sombre et le soleil, plus généreux, déposait chaque matin une lueur dorée sur le chalet de Mason. Ranger et Echo avaient désormais établi leur personnalité distincte. L'un, un tourbillon de vitalité incapable de rester immobile plus de 2 secondes. L'autre, une présence silencieuse, profondément attentive, comme si chaque souffle du monde lui disait quelque chose que seul lui pouvait entendre. Chaque matin, Mason sortait dans la clairière, laissant les chiots explorer. Ranger bondissait à travers les résidus de neige, se roulait dedans, secouait la tête comme un petit lion et repartait en courant. Echo, lui, observait longuement avant d'agir. Il évaluait, jaugeait, analysait. Parfois, il restait assis à côté de Mason, regardant l'horizon comme s'il attendait un message que seul le vent pouvait lui transmettre. Cette matinée-là, Mason avait décidé de commencer l'entraînement. Pas un entraînement de soldat. Il ne voulait pas faire peser son passé sur 2 êtres si innocents, mais un exercice de lien, de communication. Il se posta dans la clairière, leva simplement la main. Ranger s'arrêta net, surpris, puis s'assit maladroitement, pas sûr de savoir s'il devait obéir ou jouer. Echo, lui, n'hésita pas. Il s'assit immédiatement, son regard rivé sur Mason. Mason sourit. « Bien, Echo. Tu comprends vite. Trop vite peut-être. » Il abaissa son bras. Echo avança, pas à pas, comme s'il avait anticipé l'ordre avant même qu'il ne soit donné. Ranger finit par l'imiter, mais avec la maladresse joyeuse de l'enfance. Lorsqu'ils rentrèrent, Mason s'assit dans le vieux fauteuil près du feu. Ranger s'effondra à ses pieds, épuisé de tant de découvertes. Echo vint, comme toujours, se placer contre lui. Mason passa une main dans son pelage encore duveteux. « Tu sais, murmura-t-il au chiot, mon équipe avait un chien militaire. Une femelle berger allemand, Stella. Elle nous a sortis de situations impossibles. Elle comprenait les ordres avant qu'ils ne soient donnés. Tu me fais penser à elle. Mais en plus étrange, Echo, toi, tu ne comprends pas mes gestes. Tu comprends? Moi. Echo leva les yeux. Pas un son ne sortit cette fois. Mais Mason sentit clairement que quelque chose était passé entre eux. Une sorte de fil invisible, comme un câble tendu entre 2 cœurs cassés. Dans l'après-midi, Mason décida de se rendre une nouvelle fois au magasin de Mary. Il avait besoin de provisions, mais surtout d'entendre une voix humaine autre que la sienne. Ranger et Echo montèrent dans le pick-up, habitués à présent au ronronnement du moteur et aux vibrations de la route. Le ciel s'était éclairci lorsque Cedar Ridge apparut au loin. La boutique de Mary se dressait chaleureuse et vieillissante comme un phare pour les âmes perdues. Lorsqu'il ouvrit la porte, la clochette tinta avec sa mélodie familière et Mary leva immédiatement les yeux de son comptoir. « Mason, j'ai justement sorti une fournée de muffins, vous tombez bien. » Elle s'approcha pour regarder les chiots que Mason portait tous les 2 dans ses bras. Ranger battait joyeusement de la queue. Echo, plus calme, enfouissait son museau dans la veste de Mason. « Ils ont grandi, » dit Mary avec émerveillement, puis son regard se fit plus tendre. « Et toi, tu as meilleure mine aussi ?» Mason détourna les yeux. « Je dors un peu mieux. »« Oui. » Mary sourit avec douceur. « C'est fou ce que 2 petites vies peuvent de faire. On pense porter le monde sur nos épaules. Et parfois, il suffit d'un cœur qui bat contre le nôtre pour que tout cesse de peser autant. » Ils discutèrent un moment, Mary proposant toujours un café supplémentaire, Mason finissant toujours par accepter malgré sa réserve habituelle. Ranger se promenait derrière le comptoir, reniflant chaque recoin, tandis qu'Echo restait assis au piège de Mason, son regard fixé sur chaque intonation, chaque mouvement. Lorsque Mason revint au chalet, il se sentit étrangement calme. Le soleil déclinait derrière les sapins, laissant une lumière orangée envelopper la clairière. Il s'assit sur les marches du porche. Ranger s'endormit contre lui presque instantanément. Echo, lui, grimpa sur ses genoux, y posa doucement sa patte. Tap, tap, tap. Cette manière de communiquer, répétée depuis leur première rencontre, prenait une épaisseur nouvelle. Mason inspira profondément. « Echo, qu'est-ce que tu essayes de me dire ?» Le chiot leva la tête, ses yeux ambrés, brillant dans la lumière du crépuscule. Puis, très doucement, une syllabe fragile s'éleva. « Un
un son tendre, presque une tentative, puis les plus distincts, et Mason sentit la chair de poule lui parcourir les bras. Ce n'était plus un hasard, ce n'était plus une simple imitation. Echo répondait, la nuit tomba avec une douceur rare. Mason alluma le feu, plaça Ranger et Echo dans leur panier, puis s'assit par terre, pensif. Il sortit un vieux carnet, celui où il écrivait autrefois ses rapports de mission. Mais ce soir, il l'ouvrit pour autre chose. Il écrivit « Echo a parlé », pas un mot clair, mais une intention. Un lien, ce n'est peut-être pas surnaturel, peut-être que c'est juste l'instinct sous sa forme la plus pure. La vie qui répond à la vie, peu importe la raison, c'est réel. Il ferma le carnet doucement. Dans la nuit, un bruit le réveilla en sursaut. Un bruit qu'il connaissait bien, un cri étouffé, comme une menace de son passé, mais provenant cette fois du monde extérieur. Il se leva brusquement. Echo était déjà réveillé, ses oreilles adressées. Ranger, lui, dormait encore profondément. Mason enfila son manteau, attrapa sa lampe torche et sortit sur le porche. Le vent avait changé. Il soufflait avec un souffle plus sec, annonciateur d'une tempête proche. Le bruit se répéta un peu plus loin près des arbres, un gémissement. Bref, pressé. Echo s'approcha de la porte, poussa un petit son, inquiet. Mason l'attrapa. « Non, toi tu restes ici avec Ranger, je reviens. » Mais Echo se mit à gémir, insistant, frappant légèrement la porte avec sa patte. Tap, 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 le même message silencieux. Mason hésita, son visage se durcissant sous la menace d'un souvenir soudain. La dernière fois qu'il avait laissé un camarade derrière pour protéger un autre. Le résultat avait été tragique. Cette fois-ci, il ne voulait pas répéter l'erreur. Il prit une respiration lente, puis attrapa Echo dans ses bras. « Bon, toi et moi, petit, mais tu restes contre moi. » Ils s'enfoncèrent dans la clairière. Le bruit venait d'un fossé à quelques mètres. Quand Mason braqua sa lampe torche, il aperçut une silhouette trempée, tremblante, un renard blessé, la patte prise dans un piège rouillé. « Qui fait encore ça dans cette région ?» grogna Mason. Echo gémit doucement, comme s'il ressentait la peur de l'animal. Mason s'approcha, parla doucement, réussit à dégager la patte du renard blessé. Celui-ci s'enfuit d'un bond maladroit dans la forêt. Mason regarda Echo. « Tu savais que quelqu'un souffrait, hein ?» Echo cligna des yeux, puis un son, minuscule. « Mason sourit malgré lui. « D'accord, petit, tu gagnes, je t'écoute. » Ils rentrèrent au chalet, la neige commençant déjà à danser dans l'air. Ranger se réveilla en jappant de joie, tournant autour d'eux comme s'il revenait d'une mission. Et Mason comprit cette nuit-là une vérité silencieuse. Echo n'était pas seulement un chiot, il était un écho de douleur, de vie, de paix retrouvée. Un écho qui savait écouter. Le printemps s'installa progressivement autour du chalet, comme un souffle nouveau qui repoussait les ombres de l'hiver. Les arbres bourgeonnaient, les torrents retrouvaient leur voix, et les matinées se remplissaient du chant discret des oiseaux qui revenaient des terres du sud. Pour Mason, chaque rayon de lumière semblait ouvrir une autre pièce de son cœur, et dans chacune d'elles, Ranger et Echo laissaient une empreinte. Ranger, désormais plus robuste, n'était plus le petit chiot tremblant qu'il avait trouvé dans le froid. Il courait partout, bondissait comme s'il possédait 2 fois plus d'énergie que la normale et ramenait chaque jour un nouveau trésor, un bâton, un vieux gant, une pierre qui brillait sous la lumière. Echo, lui, restait plus calme, plus concentré, suivant Mason comme une ombre attentive. Un soir, alors que Mason réparait une vieille barrière près du ruisseau, Echo s'assit à côté de lui, le regard fixé sur ses mains comme s'il essayait d'apprendre la technique. Ranger gambadait dans l'eau, éclaboussant tout autour. « Tu sais, Echo, » murmura Mason sans s'arrêter de travailler. « Quand j'avais ton âge, pas que j'ai jamais eu ton âge de chiot, j'apprenais à construire ça avec mon père. C'était lui qui m'a appris le bois, le terrain, la patience. » Il marqua une pause, regardant la rivière glisser tranquillement. « C'est drôle, j'ai passé des années à fuir cet endroit, à fuir ce que j'avais perdu. Et maintenant, c'est vous deux qui me ramenez ici, qui me ramenez à moi-même. » Echo bascula légèrement la tête, puis lentement, il posa une patte sur la botte de Mason. Tap, 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 un sourire discret étira les lèvres de Mason. « Oui, je sais, tu veux que je me taise et que je me concentre sur la barrière ?» Echo cligna des yeux. Ranger aboya comme pour confirmer la plaisanterie. Pour la première fois depuis des années, Mason rit vraiment. Un rire franc qui fit écho contre les arbres. Les jours passèrent, amenant avec eux une nouvelle habitude.
Mason descendait chaque après-midi au village avec Echo et Ranger. Cedar Ridge, petite bourgade discrète nichée entre deux collines, semblait renaître au contact des deux chiots. Les habitants, d'abord curieux, étaient rapidement devenus attachés à eux. Un enfant les aperçut un jour en descendant de la voiture et s'exclama « C'est eux, les chiens du soldat !» Mary, qui sortait de sa boutique à ce moment-là, sourit. « Du vétéran, mon garçon. Dis plutôt, les chiens de Mason. » Ranger remuait la queue, fier comme un roi. Echo, lui, observait sans s'approcher, comme s'il sentait l'importance du moment. À l'intérieur du magasin général, une vieille femme posa une main tremblante sur la tête d'Echo. « On dit qu'il vous comprend, Mason. » Le vétéran ne répondit pas tout de suite. Il s'accroupit plutôt pour attacher le harnais de Ranger, puis dit d'une voix douce « Je crois surtout qu'il écoute mieux que nous tous réunis. » La femme haussa les sourcils. « Et c'est rare de nos jours, très rare. » Echo, comme pour confirmer ses propos, leva les yeux vers Mason et laissa échapper un petit « Pas un mot, une émotion. » La vieille femme sourit et s'essuya discrètement les yeux. « Vous ne savez pas ce que ça fait de voir ça. » Ce même jour, Mason se rendit dans la salle arrière du magasin où Mary préparait une caisse de provisions. Elle semblait préoccupée. « Tout va bien ?» demanda-t-il. « Oui, c'est juste que Dr. Lane est venu tout à l'heure. Il voulait te voir, mais tu étais déjà parti. Il m'a dit qu'il avait réfléchi à quelque chose d'important. » Mason fronça les sourcils. « À propos d'Echo ?» Elle hocha la tête. « Je crois oui, il veut te parler. Il dit que ça le dépasse. Que ce qu'Echo fait n'est pas seulement de la sensibilité canine. Il pense que tu devrais partager ça avec les autres. »« Avec les autres ?» répéta Mason presque sur la défensive. Ranger se mit à grogner comme s'il avait senti la tension. Echo, lui, posa tranquillement une patte sur la chaussure de Mason. Mary soupira. « Je ne parle pas de laboratoire ni de scientifiques. Je parle des gens d'ici, ceux qui ont besoin d'un peu de lumière. Tu sais comment sont les choses depuis quelques années. Trop de solitude, trop de familles brisées, trop de silence lourd. Echo pourrait apporter quelque chose. » Mason resta longtemps silencieux. Il savait qu'elle avait raison, mais cette idée l'effrayait. Exposer Echo, exposer ce lien particulier, c'était risqué qu'on lui enlève ce miracle fragile. Et Mason avait déjà trop perdu. Mary s'approcha et posa une main sur son bras. « Tu n'es pas obligé de prendre une décision maintenant, mais pense-y. » Il hocha lentement la tête. Le soir venu, de retour au chalet, Mason s'installa sur le porche. Le ciel se teignait d'orange et de rose. Ranger dormait déjà, roulé comme un petit ours. Echo, lui, restait éveillé scrutant les alentours. Le vent léger soulevait son pelage et une étrange paix baignait la scène. « Echo, » murmura Mason, « je dois te demander quelque chose. » Le chiot tourna immédiatement la tête vers lui. « Si je te montre aux autres, si je laisse les gens voir ce que tu fais, tu crois que ça pourrait t'aider, les aider, ou est-ce que je risque de te perdre ?» Echo cligna doucement des yeux, puis avança, se rapprocha de Mason et posa sa patte sur son torse, juste au centre, là où le cœur battait. Tape, tape, tape. Mason sentit ses yeux le brûler. « C'est un oui, ou tu veux seulement que je me taise encore ?» Echo poussa un petit son, un murmure, une infime syllabe. « Oui !» La voix était fragile, hésitante mais réelle. Un frisson parcourut l'échine de Mason. Il passa une main tremblante dans le pelage d'Echo. « D'accord, petit, on fera ça, à notre façon, sans cage, sans analyse, juste avec le cœur. » Echo se blottit contre lui. Ranger ronfla doucement dans son coin. Le vent passa entre les pins, apportant avec lui une promesse, celle d'un avenir où l'homme brisé et les deux chiots le trouvés dans la neige ne seraient plus jamais seuls. Mais le destin, comme toujours, avait d'autres plans. Quelques jours plus tard, alors que Mason terminait de réparer le chemin menant au chalet, un véhicule inconnu s'arrêta devant la clôture. Un SUV noir, brillant, aux vitres teintées. Le genre de voiture qui n'avait rien à faire dans une région où les pick-up poussiéreux régnaient en maître. La portière s'ouvrit. Une femme élégante en descendit, vêtue d'un long manteau gris. Ses cheveux courts, blonds cendrés, dansaient légèrement sous le vent. Elle s'arrêta devant Mason avec un sourire poli. « Monsieur Riker, je suis docteur Myriam Blake. Je crois que nous devons parler de vos chiens. » Echo, derrière Mason, se figea. Ranger se mit à grogner doucement. Mason plissa les yeux. Il n'aimait pas ce genre d'arrivée. « Qui vous a parlé de moi ?» Le bouche à oreille, des rumeurs, des témoignages, et elle sortit une tablette. Quelques enregistrements. Elle lança la vidéo. On y voyait Echo posant sa patte sur Mason, puis laissant échapper un murmure. Un son, une tentative de mot.
Mason sentit son cœur se contracter. Dr. Blake rangea calmement la tablette. « Votre chiot n'est pas ordinaire, monsieur Ricker, et je voudrais l'étudier. Pas pour l'enlever, pas pour l'enfermer, pour comprendre, pour protéger. » Mason ressentit une vague glaciale traverser son corps. Il détestait ce mot « étudier ». « Je vous arrête tout de suite. Echo n'ira nulle part. » Elle ne sembla pas surprise. Elle inspira profondément. « Vous avez survécu à des choses terribles, monsieur Riker. Je le vois dans votre regard. Je ne suis pas votre ennemi. Mais ce que vous avez là, ce n'est pas juste un chien. C'est un phénomène, et vous ne pourrez pas le cacher éternellement. » Echo grogna faiblement comme un avertissement. Mason serra les poings. « Vous n'aurez pas Echo. Vous n'aurez pas Ranger. » La femme hocha lentement la tête. « Très bien. Pas aujourd'hui, mais l'histoire ne va pas s'arrêter là. » Puis, elle remonta dans sa voiture. Un dernier regard dans le rétroviseur, un sourire trop calme, et elle disparut dans les bois. Mason resta immobile longtemps, Echo serré contre sa jambe. « Ne t'inquiète pas, petit, je te protégerai. » Echo leva les yeux vers lui, et dans un souffle si léger qu'il aurait pu être le vent, il dit « Mason ». Et le monde s'arrêta. Les jours qui suivirent la visite de Dr. Blake furent de lourds, presque étouffant. Mason sentait quelque chose, une tension invisible qui planait au-dessus du chalet comme une ombre silencieuse. Il avait l'habitude de ce sentiment. Dans les zones de guerre, on l'appelait l'instinct. La sensation que quelque chose approchait, quelque chose qu'on ne voyait pas encore, mais que chaque fibre du corps percevait comme une menace. Echo, lui aussi, semblait plus sur ses gardes. Il se tenait près de Mason en permanence, ses oreilles frémissant au moindre bruit, son regard ambré, se posant parfois sur la route comme s'il anticipait un danger. Ranger, au contraire, continuait de vivre dans la lumière et la joie, inconscient de la tempête à venir. Mais même lui, parfois, laissait échapper un petit grognement inquiet, un murmure instinctif. Mason passait de longues heures à réparer les clôtures, renforcer les portes du chalet, s'assurer que rien ni personne ne pourrait s'introduire sans qu'il le sache. À chaque coup de marteau, son esprit revenait à la phrase de Dr. Blake « Vous ne pourrez pas le cacher éternellement ». Il secoua la tête pour chasser l'écho de ses mots. Echo s'approcha de lui, posa sa patte sur sa chaussure. « Tap, tap, tap. Je sais, petit, murmura Mason. Tu sens quelque chose, toi aussi ?» Le chien releva les yeux vers lui, et ce regard si intense, si profond, réveilla chez Mason une certitude glaciale. Le danger n'était plus loin, il était déjà en marche. Le 4e soir après la visite, Mary monta jusqu'au chalet avec une casserole de ragoût fumant. Elle semblait nerveuse, ses mains tremblant légèrement lorsqu'elle laissa Mason la soulager du plat. « Je ne veux pas t'alarmer, Mason, mais Dr. Lane s'est passé chez moi ce matin. Il m'a dit que Blake est revenu en ville, et elle pose beaucoup de questions, trop de questions. » Le cœur de Mason se serra. « À propos de quoi ?» Mary passa une main sur son front. « À propos d'Echo, à propos de toi, à propos de ce qu'elle appelle les anomalies comportementales remarquables. Elle fait le tour du village. Elle dit que c'est pour une étude, mais les gens commencent à parler. Ils se demandent ce qui se passe chez toi. » Mason ferma les yeux. « Je n'ai rien demandé de tout ça. » Mary posa sa main sur son bras. « Je sais, mais les miracles, ils attirent. Et parfois, ils attirent ce qu'il y a de pire. » Echo s'approcha, renifla la main de Mary, puis leva ses yeux vers elle comme s'il comprenait sa peur. Elle sourit faiblement. « Il est tellement spécial, » murmura-t-elle. « Je comprends pourquoi elle insiste, mais je comprends encore plus pourquoi tu refuses. » Mason inspira profondément. « Je ne laisserai personne lui faire du mal. À aucun d'eux. » Mary hocha la tête. « Je te crois, mais tu dois être prudent, plus prudent que jamais. » Elle resta un moment encore, partagea un thé chaud, puis repartit dans la nuit tombée. Le vent était froid, presque hostile. Ranger pleurnicha lorsque la porte se referma, comme s'il sentait l'inquiétude de Mason. Celui-ci s'agenouilla et caressa les deux chiens. « On ne vous enlèvera pas, je vous le promets. » Echo posa sa petite tête contre la poitrine de Mason. Puis un murmure, fragile, s'échappa. « Promis. » Mason sentit un choc traverser son cœur. « Oui, petit. Promis. » Cette nuit-là, Mason se réveilla en sursaut. Pas à cause d'un cauchemar, cette fois, ce n'était pas le passé qui le poursuivait, c'était le présent. Echo était sur lui, ses pattes pressées contre son torse, ses oreilles droites, son corps tremblant. Ranger était debout, grognant vers la fenêtre. Qu'est-ce que... Un bruit sourd, un froissement, quelque chose dehors. Mason se leva lentement,
attrapa sa lampe torche et sa vieille carabine, vestige d'un temps où il croyait encore être à l'abri derrière les armes. Echo ne bougeait pas, son regard fixé sur la porte. Ranger, lui, avançait à petits pas nerveux. Mason ouvrit doucement la porte. L'air de la nuit pénétra dans la pièce, glaciale. Les arbres étaient parfaitement immobiles. Pas un oiseau, pas un souffle. Seulement ce silence pesant, ce silence qui précède les tempêtes. Puis, un cliquetis métallique derrière le camion. Mason se retourna brusquement, la lumière de sa lampe balayant la neige. Une silhouette se redressa, un homme, casquette sombre, veste noire, visage invisible dans l'ombre. « Qui êtes-vous » cria Mason. L'homme ne répondit pas. Il n'avait pas besoin de parler. Ses mains posées contre le véhicule disaient tout. Il examinait le camion. Peut-être même essayait-il de poser quelque chose dessous. Mason s'avança d'un pas. « Je vous ai demandé qui vous êtes. » L'homme fit un pas en arrière, puis un autre. Puis il disparut entre les arbres, avalé par la nuit. Mason resta immobile un moment. La scène n'avait duré que quelques secondes. Mais il avait reconnu quelque chose dans la posture de l'homme, dans sa manière d'évaluer la distance, dans son repli rapide et silencieux. Ce n'était pas un simple curieux, c'était quelqu'un qui savait se déplacer, quelqu'un d'entraîné. Il inspecta son camion. Pas de bombe, pas de GPS visible. Mais il savait une chose, si quelqu'un s'était approché de si près, alors la situation était plus grave qu'il le craignait. Il rentra, ferma la porte à double tour. Echo le suivit, ses petites pattes glissant légèrement sur le plancher. Mason se mit à genoux. « Echo, tu l'avais senti, n'est-ce pas ?» Echo posa sa patte sur la main de Mason. Puis, dans un souffle, il dit « Danger ». Le mot était clair, terriblement clair. Mason sentit son monde basculer. Au matin, il descendit en ville avec les chiens. Il avait besoin de parler à Dr. Lance, peut-être même au shérif du coin. Quelqu'un devait savoir que des gens rôdaient autour de son chalet. Le soleil brillait sur Cedar Ridge, mais l'atmosphère était lourde, trop lourde. Quand il entra dans la clinique, Dr. Lance se retourna brusquement, surpris. « Mason, je comptais justement venir te voir. On doit parler, Harold. Quelqu'un est venu chez moi cette nuit, quelqu'un qui sait ce qu'il fait. » Lance pâlit légèrement. Elle est allée trop loin. Elle, le vétérinaire s'approcha, baissa la voix. « Dr. Blake n'est pas venu seul cette fois. Elle a été vue avec 2 hommes. Je ne sais pas qui ils sont. Mais ils ne ressemblent pas à des chercheurs, ils ressemblent à... » Il hésita. Mason finit sa phrase. « À des agents. » Lancia soupira. « Je le craignais. » Mason sentit sa colère monter. Elle n'a pas le droit. Echo n'est pas un objet. Il n'est pas une expérience. Je sais, mais elle pense pouvoir révolutionner la science. Elle pense que ça vaut tout, même ta vie privée. Ranger se mit à aboyer, nerveux. Echo, lui, se glissa contre la jambe de Mason, ses yeux fixés sur la porte comme s'il anticipait déjà la suite. Dr. Lance posa une main sur l'épaule de Mason. « Tu dois faire un choix, soit tu restes et tu te prépares à te battre pour les protéger, soit tu pars. »« Partir ?» répéta Mason. « Oui, quitter Cedar Ridge, disparaître pendant un moment, jusqu'à ce qu'elle abandonne. » Mason resta silencieux. Le poids de la décision était immense. « Je ne peux pas fuir, pas encore, pas après tout ça. » Lance hocha la tête. « Alors prépare-toi, parce qu'elle ne va pas s'arrêter. » De retour au chalet, Mason renforça encore les portes, vérifia les fenêtres, prépara des sacs au cas où il faudrait partir rapidement. Ranger tournait en rond, excité et nerveux à la fois. Echo, lui, restait immobile au centre de la pièce, observant Mason avec une intensité presque humaine. Mason s'agenouilla devant lui. « Je ne te laisserai pas, je ne laisserai personne t'emmener, tu m'entends ? Personne. » Echo cligna des yeux, puis il s'approcha, posa doucement sa tête contre le front de Mason et murmura « Restez, ensemble ». Le cœur de Mason vacilla. Ranger s'approcha et posa ses pattes avant sur les genoux de Mason comme pour dire « Moi aussi ». Et dans ce moment suspendu, le vétéran comprit qu'il n'était plus seul, qu'il ne l'avait plus jamais été depuis la nuit où il avait trouvé 2 petites vies dans la neige. Il inspira profondément. « Alors on reste ensemble ? Oui. Et quoi qu'il arrive, on se battra. » Le vent souffla, comme si la montagne elle-même approuvait. Mais au loin, très loin, au-delà des arbres, un moteur se mit en marche. La tempête qui approchait n'était plus faite de neige. Elle avait un nom, un visage et un objectif. Echo posa sa patte sur celle de Mason. « Tape, tape, tape. Prêt, murmura-t-il. Et Mason sut que le combat ne faisait que commencer. Les heures qui suivirent furent d'une lourdeur presque irréelle. Mason, autrefois entraîné pour les situations extrêmes,
se retrouvait confronté à une peur bien plus intime que celle du champ de bataille, la peur de perdre ce qu'il aimait encore. Echo restait constamment près de lui, tandis que Ranger tournait autour comme un gardien vigilant. Le chalet, autrefois refuge, ressemblait maintenant à un poste avancé. La nuit tomba plus vite qu'à l'accoutumée. Une brume fine descendit des montagnes et s'étendit dans la clairière, enveloppant la maison d'un voile étrange, presque prémonitoire. Mason sortit sur le porche, les mains posées sur la rambarde, les yeux fixés sur la route invisible. Il n'était plus du genre à douter de ses instincts, et ses instincts lui hurlaient qu'il n'y avait plus beaucoup de temps. Echo vint se placer à ses côtés, silencieux, observant la même obscurité. « Tu sens quelque chose, ne toi aussi ?» murmura Mason. Echo leva la tête, inspira profondément comme s'il goûtait l'air, puis émit un petit grognement grave, un son inquiétant qu'il n'avait jamais produit auparavant. Ranger, lui, se mit à aboyer frénétiquement à l'intérieur, tournant vers la porte, puis vers Mason comme s'il voulait l'avertir. Il se rapproche. Quelques kilomètres plus loin, dans un motel discret à la sortie de Cedar Ridge, Dr. Miriam Blake observait une carte posée sur son lit. Deux silhouettes masculines se tenaient près d'elle, des agents qu'elle avait présentés comme des assistants de terrain, mais dont la posture, les regards calculés et les muscles trop tendus les trahissaient aussitôt. « L'homme est méfiant », dit l'un d'eux, « et son passé militaire le rend imprévisible. On ne peut pas entrer comme ça. » Blake ne leva même pas les yeux. « Nous n'allons pas entrer, pas encore. Nous allons attendre le bon moment, quand il sera hors de son terrain, quand il aura baissé sa garde. »« Ce qui n'arrivera pas, » répondit le second. Ce type vit sur alerte permanente. Il agit comme si le monde entier voulait l'abattre. Blake s'arrêta net, posa les deux mains sur la carte. Ce n'est pas lui que je veux, c'est le chiot. Echo n'est pas simplement un animal intelligent. Il est le chaînon manquant de décennies de recherche sur la communication interspécifique. Je ne laisserai pas passer ça. Elle inspira profondément, son regard froid comme le verre. Nous devons agir avant que quelqu'un d'autre ne réalise ce qu'il est, et avant que Riker ne disparaisse avec lui. Au chalet, Mason s'affairait dans le salon, rangeant quelques affaires dans un sac à dos, nourriture, bouteille d'eau, couverture de survie, une vieille radio fonctionnelle, une lampe torche et une photographie de son père qu'il conservait depuis des années. Ce n'était pas une fuite définitive qu'il préparait, c'était un plan d'urgence. Il ne voulait pas abandonner Cedar Ridge, il ne voulait pas se cacher comme un criminel, mais il savait qu'il aurait peut-être besoin de partir avant l'aube pour protéger Echo et Ranger. Mary arriva sans prévenir. Elle entra essoufflée, refermant la porte derrière elle d'un geste rapide. « Mason, j'ai parlé encore avec Dr. Lanes. Il pense que Blake a demandé un mandat de recherche. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais elle prétend que tes chiens pourraient être dangereux. » Mason se retourna les yeux sombres. « Dangereux? Echo n'a jamais fait de mal à personne. Je sais, mais dis-toi que certaines personnes ne voient le monde qu'à travers ce qu'elles peuvent exploiter. » Elle s'approcha, essuya une larme de sa joue. « Écoute-moi. Si tu dois partir, je suis avec toi. Je peux t'aider. Je ne laisserai pas quelqu'un te prendre ce que tu aimes. Pas encore. Pas après ce que j'ai perdu. » Mason serra la mâchoire. « Je ne veux pas te mettre en danger, Mary. Tu ne me mets pas en danger. Tu me donnes une raison de me battre. » Il inspira profondément, puis ouvrit la porte. La nuit était plus noire que jamais. Ranger et Echo sortirent, leurs yeux brillants dans l'obscurité. « Je crois que ce soir, on ne reste pas ici. » murmura Mason. Mary hocha la tête. « Où vas-tu aller ? Là où personne ne nous cherchera. Là où mon père m'emmenait quand j'étais enfant. Une cabane encore plus loin, un refuge de trappeurs anciens. Personne ne connaît son existence, pas même le comté. Et combien de temps qu'on ne t'eût y caché ? Autant que nécessaire. » Echo trotta vers lui, leva le museau, puis dans un souffle ténu dit « Mason, partir ?» La voix était tremblante, fragile, mais le sens était clair. Tellement clair que Mary porta une main à sa bouche bouleversée. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. « Il parle vraiment !» Mason ferma les yeux un instant, submergé d'émotion. « Oui, Echo, on va partir ensemble. » Ils commencèrent à charger le pick-up, des sacs, des couvertures, de la nourriture. Ranger sautait partout, excité par l'idée d'une aventure. Echo restait silencieux, attentif, comme s'il savait que ce départ n'était pas un jeu. Alors qu'il s'apprêtait à monter dans la voiture, un bruit sourd résonna dans la forêt. Un moteur, lent, profond, proche. Mason se figea. Mary blêmit. Echo poussa un petit gémissement nerveux. « Ils arrivent !» souffla Mary. Mason attrapa Echo dans ses bras, Ranger suivant derrière. « Montez, Mary !» Elle secoua la tête. « Tu dois y aller seule. S'ils voient que je suis là,
Ils penseront que je vous aide. Je les retiendrai si je peux. Mary, non! Elle posa une main sur sa joue, comme une mère le ferait pour un fils blessé. Tu m'as déjà rendu ma foi, Mason. Laisse-moi te rendre quelque chose en retour. Il serra sa main contre la sienne. Promets-moi de ne rien leur dire. Je ne sais rien que tu ne veuilles que je sache. Un mince sourire traversa son visage. Va, et sois plus rapide qu'eux. Le moteur se rapprochait, les phares illuminaient déjà les troncs d'arbres au loin. Mary, merci. Trouve un moyen de revenir. Pour eux, pour toi. Mason monta dans le pick-up, Echo sur ses genoux, Ranger derrière. Il démarra dans un grondement sec. La neige projetée par les pneus dessinait des arcs de lumière sous les phares. Au moment de quitter la clairière, Echo posa une patte sur la main de Mason. « Tape, 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 ensemble », murmura-t-il. Mason ferma les doigts sur sa petite patte. « Ensemble, oui, toujours ». Le pick-up s'enfonça dans la nuit. Au loin, derrière eux, les phares du SUV de Dr. Blake apparurent enfin entre les arbres. La traque venait de commencer. Le pick-up filait dans la nuit noire, projetant derrière lui un nuage de neige et de poussière. La route menant vers les hauteurs de Blue Hollow était étroite, sinueuse, presque invisible, mais Mason la connaissait par cœur. Son père l'y avait emmené des dizaines de fois quand il était enfant, pour pêcher, pour se cacher du monde, pour respirer un peu mieux. Ce soir, ce chemin n'était plus un souvenir d'enfance. C'était une ligne de survie. Echo tremblait contre Mason, pas de peur, mais d'attention absolue. Ranger, lui, tournait en rond sur la banquette arrière, aboyant par moments en direction des lumières lointaines qui les poursuivaient. Les phares du SUV de Dr. Blake apparaissaient et disparaissaient entre les sapins comme deux yeux artificiels cherchant leur proie. « On y est presque » murmura Mason en serrant le volant. « Tenez bon, les garçons !» La route devenait de plus en plus escarpée. Le pick-up bondit sur un rocher, glissa sur une plaque de neige fraîche, puis retrouva son équilibre. Mason n'avait pas conduit comme ça depuis l'armée. Chaque muscle de son corps était tendu, chaque sens affûté. Echo leva la tête et la posa contre le bras de Mason. « Mason, vite !» Le mot, tremblant et maladroit, résonna comme un coup de tonnerre dans l'habitacle. Mason inspira profondément. « Je sais, petit, je sais. » Au pied de la montagne, Dr. Blake observait la route en plissant les yeux. « Il connaît ce terrain, il pense pouvoir nous semer. » L'un des agents répondit « Il ne tiendra pas longtemps avec ce vieux pick-up. On finira par le coincer. » Mais Blake resserra les lèvres. « Ce n'est pas lui que nous devons attraper. C'est Echo. Ce chiot est un miracle scientifique, une avancée majeure. Rien ne doit l'arrêter, rien. » Mason éteignit les phares lorsqu'il atteignit le chemin forestier. Désormais, seule la lune éclairait leur route, se reflétant sur la neige comme une piste d'argent. La vieille cabane de trappeur apparut enfin, minuscule, isolée, presque absorbée par les pins, abandonnée depuis 30 ans. Parfaite. Il stoppa le moteur et prit Echo dans ses bras avant même de sortir du véhicule. Ranger bondit à sa suite. « On va rester ici jusqu'au matin, ils ne trouveront pas l'entrée s'ils ne savent pas où elle se trouve. » Echo observa la forêt, puis fixa Mason. « Restez... » Oui, Mason sentit son cœur se serrer d'émotion. Même dans la peur, même dans la fuite, Echo voulait comprendre, rassurer, tenir bon. Ils entrèrent dans la cabane. Une odeur d'humidité flottait dans l'air, mais le toit tenait encore. Mason alluma une vieille lanterne à huile. La lumière chaude balaya les murs de bois. Ranger se coucha près de la porte, prêt à bondir au moindre bruit. Echo vint s'installer sur les genoux de Mason, le cœur battant encore vite. « On va s'en sortir, les garçons. On va s'en sortir. » Pendant un instant, la paix sembla presque revenir. Presque. Car à l'extérieur, quelque part dans le noir, la neige craqua sous des pas. Echo redressa la tête brutalement. « Mason, venir !» Sa voix était à peine audible. Ranger se mit à gronder. Mason souffla. « Ils nous ont suivis. Comment ?» Puis il comprit. Sa gorge se serra. Il savait qu'il viendrait ici. Ils avaient enquêté sur son passé. Il connaissait ses souvenirs. Un coup sourd résonna contre la porte. Puis un second. Mason attrapa Echo, se releva d'un bond et fit signe à Ranger de reculer. Une voix de l'autre côté du bois. « Monsieur Ricker, ouvrez. Nous ne voulons pas vous blesser. Nous venons seulement chercher l'animal. » L'animal. Le mot fit bouillir le sang de Mason. « Vous n'aurez pas Echo, cria-t-il. Partez. » Blake répondit calmement. « Vous ne pouvez pas le protéger. Ce que vous faites là, ce n'est pas rationnel. Ce chiot n'est pas à vous. Il appartient à la science. » Mason serra les poings. Il appartient à personne, et encore moins à une femme prête à violer des lois pour sa carrière. Un silence. Puis Blake, glacial. « Très bien, forcez la porte. »
Mason n'attendit pas. Il ouvrit la trappe dissimulée dans le sol, une cache secrète que son père utilisait pour stocker outils et provisions. On descend, maintenant. Echo bondit dans ses bras. Ranger sauta après eux. Mason referma la trappe juste au moment où la porte de la cabane explosait sous la poussée des agents. Le silence fut total. Dans le noir, Echo tremblait. Ranger respirait vite. « Ça va aller, murmura Mason, même s'il n'y croyait pas vraiment. Au-dessus d'eux, des pas, des voix, des ordres froids. Cherchez une trappe, il n'a pas pu disparaître. Mason serra Echo fort contre lui. Le sol vibrait. Chaque seconde semblait durer une éternité. Puis un bruit soudain, un grognement, un cri d'alarme. Ranger se figea, Echo aussi. Des aboiements, des hurlements. Puis une voix familière. « Vous reculez immédiatement ou c'est moi qui appelle le shérif ?» Mary. Elle venait d'arriver. Elle les avait suivis. Elle était seule face aux agents. Mason sentit son cœur exploser. Il ouvrit doucement la trappe. Mary se tenait dans l'encadrement de la porte de la cabane détruite, brandissant une lampe torche comme une arme sacrée. « Vous n'avez aucun mandat pour être ici. Et je vous jure que si vous touchez à ce chien, tout le comté saura ce que vous faites. » Les agents hésitèrent. Blake serra les dents, furieuse. « Sortez de là, Madame Allen, ceci ne vous concerne pas. Il m'a sauvé la vie, chaque jour. Alors si vous pensez que je vais m'écarter, vous ne connaissez rien de moi. » Un silence, un échange de regards. Même les agents semblaient incertains. Alors Echo, sans prévenir, glissa hors des bras de Mason, grimpa par la trappe ouverte et s'avança vers Mary et les intrus. « Echo, non !» murmura Mason. Mais Echo ne recula pas. Il s'assit. Calme, droit, les yeux fixés sur Blake, puis il parla. Pas un murmure, pas un son brisé, pas une imitation, une parole, claire, pure, incontestable. Pas cage, pas peur, maison, Mason, aimé. La cabane entière devint silence. Mary porta une main à sa bouche, les larmes lui montèrent aux yeux. Les agents reculèrent, stupéfaits. Blake resta figé, les pupilles dilatées, la respiration coupée. Echo continua. Home, family, free. Le mot free résonna comme une vérité universelle. Blake chancela. Elle murmura presque pour elle-même « C'est impossible ». Mason sortit de la trappe, se tenant derrière Echo. « Ce que vous voyez, Dr. Blake, ce n'est pas une expérience, ce n'est pas un phénomène de laboratoire, c'est un être vivant, un être qui comprend la peur, l'amour, la liberté, et vous n'avez aucun droit de lui enlever ça. » Blake recula d'un pas, puis d'un autre. Son visage se tordit. Non pas de colère, mais d'effroi, car elle venait de comprendre ce que tous savaient maintenant. On ne peut pas posséder un miracle, on ne peut que le laisser exister. Elle baissa les yeux vaincue. « Rentrez chez vous », dit Mason. « Ce combat est terminé. » Après un moment qui sembla s'étirer dans l'infini, Blake fit signe aux agents. « On s'en va. » Ils quittèrent la clairière, leurs pas s'effaçant dans la neige. Mary éclata en sanglots. Mason l'enlaça. Ranger sauta partout, fou de joie. Et Echo, épuisé, se coucha contre la jambe de Mason, levant la tête une dernière fois. « Maison !» Mason caressa doucement son pelage, submergé. « Oui, petit, on rentre à la maison. » Les mois passèrent. Cedar Ridge retrouva sa tranquillité. Blake n'était jamais revenu. Et Mason, Mary, Echo et Ranger devinrent une petite famille. Improbable mais vrai. Le chalet devint un refuge. Les gens venaient y trouver du réconfort, de l'écoute, de la lumière. Et Echo, sans jamais devenir un spectacle, apportait à chacun une chose différente. Un mot, un son, une présence. Parfois, même sans parler, il comprenait mieux que n'importe quel humain. Un après-midi d'été, Mary demanda « Tu crois que c'est ça, un miracle ?» Mason sourit, regardant Echo et Ranger courir dans l'herbe. « Non, ça, c'est plus que ça. C'est une seconde chance. » Echo leva la tête vers lui, et dans un doux murmure, répondit simplement « Amour ». Et c'est ainsi que l'histoire se termine. Pas avec un combat, pas avec une fuite, mais avec un retour vers ce qui compte vraiment. La liberté, la paix, la famille, l'amour, le genre de miracle qu'on ne trouve jamais dans les laboratoires. Seulement dans les cœurs qui ont assez souffert pour reconnaître ce qui les guérit.